Bonjour à vous deux, bonjour aux collègues panélistes de tous les plateaux, bonjour surtout à nos téléspectateurs des 4 continents, c'est grâce à eux que nous sommes le monde. Je vais pour une fois ne pas vous parler de la géopolitique mondiale, mais de 2 livres qui font débat actuellement à Paris. Ce sont 2 livres sur la sale guerre du Cameroun qui a été menée par la France entre 1955 et 1971. Ce sont 2 livres que l'on tente d'étouffer actuellement en France et je voudrais que les Camerounais s'en emparent et qu'on en débatte dans ce pays. Camerounais, ce dont je vais vous parler, c'est de votre histoire occultée, votre histoire maquillée. Africain, c'est une histoire qui vous concerne aussi, parce que c'est au cours de cette guerre, dans les années particulièrement 1955-1960, que Paris a inventé cette fameuse France-Afrique, cette machine à voler la décolonisation aux Africains. Il y a eu 2 livres. En 2011, le livre Cameroun, une guerre cachée au cœur de la France-Afrique, c'était un gros livre de plus de 700 pages et très difficile d'accès, vient maintenant de sortir un résumé de ce livre qui s'appelle « La guerre du Cameroun au cœur de la France-Afrique ». C'est un livre fondamental pour tous les Africains, pour tous les panafricanistes. Je vous engage à le lire, on le trouve actuellement dans les réseaux de la FNAC, on les trouve sur Amazon, n'hésitez pas. La guerre du Cameroun, ça a été ce que les auteurs appellent la deuxième guerre d'Algérie, ou la petite guerre d'Algérie, entre 1955 et 1972. Ça a été une guerre sanglante, puisque rien qu'en région Bamileke, elle aurait fait entre 120 000 et 200 000 morts. On est, rappelons-le, à l'époque, dans des populations extrêmement plus réduites qu'elles ne le sont avec l'expansion démographique de l'Afrique aujourd'hui. La guerre, elle a été avant tout une guerre psychologique, une guerre pour la conquête des esprits, une guerre pour la conquête des populations. C'est à cause de cela en partie qu'elle a été occultée, parce que c'est vrai que les Français sont parvenus à gagner la guerre du Cameroun, provisoirement en tout cas, et à s'emparer d'une grande partie des esprits. Lorsque l'on écoutait avant les historiens français, ils parlaient de guerre ethnique post-indépendance, mais il n'y a rien d'ethnique dans cette guerre. Cette guerre, tout d'abord, elle est l'application au Cameroun de la fameuse doctrine de la guerre révolutionnaire qui est concoctée, définie par les colonels parachutistes de l'armée française, défaits en Indochine, lancés dans la guerre d'Algérie et dans cette guerre du Cameroun. Ils définissent à partir de l'enseignement de leurs ennemis marxistes qui les ont battus en Indochine, cette théorie de la guerre révolutionnaire qui est en fait contre-révolutionnaire. Ne pensez pas que c'est de l'histoire lointaine. Cette guerre aujourd'hui, cette DGR, elle est toujours appliquée dans les écoles de formation des services antiterroristes, des services qui combattent les mouvements révolutionnaires. Et par exemple, l'un de ses grands disciples, c'est un certain général Maddock, chien furieux Matisse, qui commandait l'armée américaine et plusieurs divisions de Marines en Irak lors de la fameuse bataille de Fallujah, où on a appliqué cette DGR. Matisse, ce n'est pas de l'histoire ou du passé, c'est le nouveau ministre de la guerre, c'est le nouveau patron du Pentagone de Donald Trump. La guerre contre-insurrectionnelle, elle apparaît dans toutes les guerres de décolonisation, pas seulement en France. L'une des choses, que dénonce ce livre, l'une des idées reçues sur lesquelles il revient, c'est que les guerres françaises auraient été sanglantes et que les guerres britanniques auraient été très libérales, que la décolonisation britannique aurait été libérale. En fait, avant les Français, il y a au Kenya précisément les Britanniques contre l'insurrection des Mau Mau,
et avant cela encore, la guerre de décolonisation de l'Indonésie avec le général Sterling. Ce sont eux qui mettent au point ces techniques que les Français vont systématiser, que l'on va employer en Indochine et beaucoup plus tard, qui vont servir au Hutu Power au Rwanda des années 1993-1994 pour organiser le génocide des Tutsis. Ce sont, rappelons-le, d'un Hutu Power qui est lié à la France, qui est encadré par l'armée française. Je n'aime pas le président rwandais Kagame, mais il faut reconnaître que quand il se plaint de Paris, il y a un fond de vérité immense à ces récriminations. Il y a derrière cette guerre révolutionnaire une grande amnésie. Une historienne de la guerre du Kenya a dit que c'était une amnésie d'État. C'est exact, on a effacé les mémoires, on a effacé les archives, pourtant ça a fini par ressortir. En 1972, un Camerounais sort le premier livre là-dessus, c'est l'auteur, l'écrivain Betty, et qu'est-ce qui se passe? Il est édité chez François Bastereau, qui est l'éditeur gauchiste du moment. Le livre est interdit, il le sera jusqu'en 1977, il est saboté à la vente, il n'apparaît dans aucun média. Il faudra précisément le premier livre, Cameroun avec un K à l'allemande, j'y reviendrai, pour que François Hollande, questionné à Yaoundé précisément, reconnaisse qu'il s'est passé des choses, comme il dit, désagréables et violentes, mais il précise après l'indépendance, oubliant que cette guerre a commencé lorsque la France exerçait le mandat colonial sur une partie du Cameroun, arrachée au colonialisme allemand en 1919. Un autre politicien qui nie cette réalité, c'est François Fillon. François Fillon, c'est peut-être le candidat préféré de Poutine à l'élection présidentielle française, mais c'est un homme qui nie les crimes du colonialisme français et qui nie ce qui s'est passé au Cameroun, interrogé sur les assassinats des leaders indépendantistes Ruben Omniobé et Félix Moulier. Fillon dit que ce n'est pas possible, que la France n'a jamais fait ça et n'en est pas capable. C'est évidemment un menteur. Cette guerre n'est pas plus ethnique parce qu'elle a un adversaire politique. C'est un parti politique nationaliste, indépendantiste, panafricaniste. C'est l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Pourquoi des populations? Parce que l'UPC veut réunifier les trois Camerouns, le Cameroun sous mandat français, le British Northern Cameroun et le British Southern Cameroun, qui sont sous mandat britannique. À l'origine de tout ça, c'est le choc entre les militants syndicalistes français, dont beaucoup sont communistes, qui découvrent la société inégalitaire coloniale et qui s'opposent aux colons blancs et aux grands propriétaires terriens. Derrière eux, il y a un Français qui est un géant de l'histoire de la décolonisation, c'est le grand syndicaliste communiste Gaston Donat, qui crée son cercle d'études marxistes, qui conscientise les nationalistes, et à qui d'ailleurs, lorsque l'UPC sera créé, on donne la carte numéro 1 de cette union des populations du Cameroun. Le mouvement, il est aussi humaniste. Des gens comme Ruben Omniobé insistent sur le fait qu'ils combattent le colonialisme français, mais que le peuple français n'a rien à voir avec lui, et qu'au contraire, il a donné un grand exemple avec la première révolution française aux peuples qui veulent la liberté. On rappellera dans le livre que à l'époque, les réunions de l'UPC se font au son de la Marseillaise, mais bien entendu, le peuple qui doit se libérer de ses chaînes, c'est le peuple camerounais, et ceux qui se volent de corbeaux noirs qui sont sur la plaine africaine, ce sont les colons français, les soudards de l'armée française. La guerre, elle ressemble étroitement à celle de l'Algérie. Il y a tout d'abord les émeutes de septembre 45 à Douala, qui sont l'écho des émeutes de Sétif en Algérie. On massacre des gens qui, estimant qu'ils ont donné leur sang pour la libération de la France,
mérite en tout cas, si pas l'indépendance, l'égalité, parce que dans les premières années, on se bat pour l'égalité avant l'indépendance. Il y aura ensuite le pourrissement de la situation à partir de 1955 en Algérie ou au Cameroun. C'est la guerre, c'est ce que les auteurs de ces 2 livres appellent au Cameroun la petite guerre d'Algérie. Pendant ce temps-là, les collaborateurs de la France, à la tête d'entre eux, il y a Oufred Boigny, il y a la création d'un ensemble de faux mouvements, de faux politiciens nationalistes qui sont au service du colonialisme français et qui jouent une comédie pour essayer de prendre le soutien populaire dont dispose l'UPC dans les masses. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, parfois jusqu'à y compris certains plateaux d'Afrique Média, vous comprendrez que ces gens sont toujours là. De l'indépendance se détachent 2 géants, Ruben Omniobé et Félix Mounier, se détachent des maquis parce que rapidement, l'UPC étant interdit, les élections étant trafiquées, ils se dirigent vers la lutte armée. Il y a 2 foyers d'insurrection. En Salaga maritime, il y a une insurrection autour du peuple Bassa et aussi celle du peuple Bamiléké qui sera la principale. Derrière tout ça, il y a évidemment des intérêts géopolitiques. Cette France qui était considérée en 1919 à Paris comme une brèche au sein de l'Empire français, elle devient à ce moment-là le modèle de ce qu'il faut faire pour empêcher la décolonisation. Il y a aussi une rivalité géopolitique qui s'exprime directement au Cameroun entre l'impérialisme britannique et l'impérialisme français, puisque, comme je vous l'ai rappelé, les Britanniques contrôlent le Northern et le Southern Cameroun. Le maquis, le mouvement politique, choisit de revitaliser le vieux nom allemand du Cameroun, Cameroun avec un K, avec un K-A-M-E-R-U-N, l'armée de libération nationale du Cameroun. Pourquoi? Évidemment parce qu'il faut s'opposer à la fois au Cameroun des Français, au Cameroun des Britanniques, parce qu'aussi il faut réunifier ce Cameroun divisé par le néocolonialisme de la Société des Nations. Les Français vont réagir par une sale guerre contre le peuple Bassa, sale guerre contre le peuple Bamiléké, avec des massacres, avec des bombardements, avec des têtes coupées, avec aussi des villages qui sont brûlés au napalm, avec un changement même de la structure sociale et de la structure d'habitat, en particulier de la région Bamiléké, puisque aux habitats individuels, les Français regroupent dans des villages fortifiés qui sont des camps de concentration la population pour assécher l'UPC du soutien populaire et les leaders indépendantistes, ceux qui refusent de se soumettre, ils sont eux envoyés dans des camps de rééducation, camps de concentration avec Mirador et Barbelé où on leur lave le cerveau. Niobé est assassiné en 1958. Il est assassiné parce que, grâce à la torture que l'armée française pratique comme en Algérie, des femmes torturées ont parlé, il est traqué comme un chien, abattu, son cadavre est traîné par les pieds dans les rues. C'est ça, la sale guerre française. Félix Mounier, lui, qui est en exil, il est empoisonné, assassiné par un commando des services secrets français en Suisse. Ça se passe mal parce que il devait prendre un verre de poison, il en prend malheureusement 2 d'un coup à la fin du repas qui est un traquenard, il meurt dans la nuit et la Suisse, qui n'a pas d'ordre à recevoir de Paris, mène une enquête dans tous les journaux. On sait que les Français sont des tueurs de la République, comme l'explique un livre récent, sorti lui aussi à Paris, parce que tout ce qu'on a occulté est en train de sortir. Il faut à ce moment-là voler l'indépendance. La France se rend compte qu'elle a perdu pied. Elle a été défaite en Indonésie. Elle est en train de perdre la guerre d'Algérie. L'armée française domine militairement, mais elle est perdante politiquement. Il y a la bataille d'Alger qui ne sert pas encore à assurer la victoire à la France. Cette bataille d'Alger qui donne lieu à un film réalisé directement par l'armée française avec le réalisateur Gilles Pontet-Corvo,
Ce film, on le passe encore aujourd'hui dans toutes les écoles contre-révolutionnaires, notamment celle des États-Unis. C'est l'un des films préférés du fameux général Matisse. La France perd aussi pied en Guinée avec ses Touré. Cette communauté française qu'elle voulait organiser avec Houphouët-Boigny et Senghor ne marche pas. La Guinée quitte le franc CFA et au Togo, Olympio, le leader indépendantiste, ne s'aligne pas non plus. Il sera, lui, assassiné en 1963. Les Britanniques profitent de la montée d'Olympio. Il y a, comme au Cameroun, un British Togo et un Togo français. Le British Togo est purement et simplement annexé au Ghana dans un référendum truqué. Dans les deux British Cameroun, celui du nord-sud, il revient à la France et le référendum d'indépendance le fait revenir à la République du Cameroun. Le référendum est truqué, les Britanniques le dénoncent, mais ils organisent eux-mêmes dans l'autre British, le Southern Cameroun, un référendum tout aussi truqué. Le Southern Cameroun est annexé au Nigeria. Le gouvernement du président Ahidjo décide à ce moment-là un jour de deuil national, s'emparant d'un nationalisme dont il combat les maquis de l'UPC. Il faut donc inventer dans l'urgence un mécanisme pour voler la décolonisation. C'est ce qui va devenir la France-Afrique. Cette France-Afrique, elle n'est pas née avec De Gaulle et Focchin. Comme le disent certains historiens qui ont fait un grand travail pourtant, par exemple l'historien Jean-Pierre Batte avec sa fabrique des Barbouzes, la France-Afrique, le terme même est inventé par Senghor en 1955 pour le glorifier, et elle est lancée par la 4e République avec des hommes comme Pierre Messmer, qui va devenir Premier ministre de Pompidou, mais aussi avec Gaston Defferre, alors ministre de l'Intérieur, social-démocrate, qui deviendra le ministre de la Police, le Richelieu ou le Machiavel, le ministre des basses œuvres de François Mitterrand, lorsque la gauche s'emparera du pouvoir après 1981. De Gaulle arrive au pouvoir en profitant de la crise algérienne, lors d'un coup d'État rampant, camouflé en mécanisme constitutionnel. Retenez ça, les constitutions, on les viole en Occident, et ceux qui réussissent à la violer sont des grands hommes dans l'histoire comme De Gaulle. De Gaulle, évidemment, confie l'Afrique à Foccart. C'est la naissance officielle des réseaux Foccart. La France-Afrique devient une institution. Elle est née dans ce Cameroun des années 1959-60. Un gouvernement est mis en place avec un homme lige des Français, c'est le dictateur Ahidjo. Le régime a l'air d'une démocratie. Il adopte même, lorsque le Northern British Cameroun rejoint le Cameroun, une constitution que l'on dit fédéraliste, mais où tous les pouvoirs reviennent au président. Ça va durer. La France contrôle encore tout. Elle fait des accords avec le Cameroun, des accords qui sont conclus avant même l'indépendance, des accords militaires, des accords sur la possession du sol, et aussi des accords secrets que l'on ne connaît pas encore aujourd'hui. À l'époque, l'armée camerounaise est encadrée par l'armée française. Elle continue la sale guerre contre les maquis, contre le Cameroun de l'UPC avec un K. Cette guerre, elle va durer jusqu'en 1971 et même jusqu'en 1972, où le dernier grand leader de l'UPC est abattu par l'armée camerounaise, encadrée par des officiers français. Cette sale guerre, que les Français appellent une guerre de reconquête, paradoxalement, elle va s'amplifier à partir de l'indépendance, parce que de 55 à 60, on rappellera que le Cameroun n'est pas une colonie française ou britannique, c'est un territoire sous mandat international de l'ASDN, confié à la France. La France l'administre comme une de ses colonies, les Britanniques également, mais ils doivent rendre des comptes à l'ONU. Le régime d'Ahidjo en place, il n'y a plus de contrôle de l'ONU, la sale guerre peut se lancer. On a des témoignages, mais qui n'ont pas été pris sous compte. On a le témoignage d'officiers de l'aviation qui font les bombardements. On a le témoignage du général Ossaré XVI
qui est le chef des parachutistes français chargés des unités contre-insurrectionnelles, c'est l'homme de la torture en Algérie et au Cameroun. On a aussi Constantin Melnik, qui est le grand rival de Foccart au début des années 60, qui est le chef des services secrets français qui vont devenir le SDEC et qui organise tout ça. Il en parle ouvertement dans ses mémoires. Au milieu de tout ça, il y a un peuple martyr, ce sont nos frères Bamileke, les Bamileke indomptables, les Bamileke courageux qui sont combattus par l'aile pro-française du régime d'Ahidjo. Il dit un ministre camerounais, pas français, osera dire qu'ils sont un caillou dans la chaussure du Cameroun, qu'ils sont un corps étranger dans le Cameroun et qu'ils sont les Juifs du Cameroun. Il y a derrière tout ça une volonté de génocide. Elle se traduira par 120 000 à 200 000 morts. Camerounais, souvenez-vous de votre histoire, n'oubliez pas, ne pardonnez pas. Ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est pas seulement le devoir de mémoire, ce sont deux choses. Tout d'abord, c'est la question d'établir la responsabilité de la France, d'obtenir évidemment des compensations, des dédommagements, de faire condamner moralement la France. On rappellera que les victimes de la répression britannique au Kenya dans les années 50-55 de l'insurrection Momo ont obtenu l'année précédente de la haute cour britannique le droit de poursuivre l'État britannique. C'est un autre système judiciaire que la France. Ça ne veut pas dire, Camerounais, qu'il faut baisser les bras. Il faut faire condamner Paris. Il faut faire condamner les gens qui organisaient ceci. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans un Cameroun en crise. Je vous en ai parlé. Afrique Média vous en parle dans plusieurs débats importants. Les ennemis extérieurs du Cameroun n'ont pas renoncé à recoloniser le Cameroun. Ils en ont fait la cible principale avec la République démocratique du Congo de ce printemps arabe où Washington entend établir des régimes à la botte de l'Africain et de l'Occident dans les pays africains. Vous constaterez que l'un des prétextes à ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est la fameuse question dite linguistique, la non-inclusion bien faite du Southern Cameroun britannique dans le Cameroun français. Tous les problèmes qui se posent au Cameroun, ils trouvent précisément leur origine dans la guerre du Cameroun, dans ces années 1955-1972, où la France a gagné, provisoirement je l'espère, la guerre de la décolonisation contre le peuple camerounais. C'est un mensonge officiel. Bonjour Manuel Domergue. Bonjour. Merci d'être passé et de passer par le journal de TV5 Monde. Cameroun, histoire d'une guerre cachée, c'est aux éditions La Découverte. C'est un ouvrage très documenté, volumineux, 700 pages, avec Jacob Tatsitsa. Il est historien camerounais, vous l'avez écrit avec lui, et avec Thomas Deltombe, qui comme vous est journaliste. Pourquoi est-ce que la France nie toujours l'existence de cette guerre qui s'est déroulée entre 1948 et 1971 ? La France continue à nier officiellement. François Fillon est allé à Yaoundé en 2009 et a dit « Tout ce que vous racontez, ce sont de pures inventions ». Pourquoi est-ce qu'ils nient ? Parce qu'ils en ont honte, parce que c'est pas très glorieux d'avoir fait une guerre à un parti qui était l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui réclamait seulement l'indépendance, qui réclamait seulement la démocratie. Et c'est pour empêcher ça que la France a mené une guerre avec ses alliés camerounais de l'époque face à ce parti-là. Et il y a eu des atrocités, il y a eu des bombardements, il y a eu des tortures. On connaît à peu près le bilan de cette guerre ? C'est difficile à chiffrer. Les estimations qu'on a tournent autour de 100 000 morts, mais ce sont des estimations qui viennent souvent de sources françaises, donc peut-être minimisées, et on peut penser qu'il y en a eu plus que ça. C'est assez difficile à dire. Nous, on ne s'est pas vraiment axé sur le bilan chiffré. On essaie de montrer les mécanismes qui ont conduit à cette guerre et qui ont conduit à la confiscation de l'indépendance. Alors justement, indépendance 1960, le Cameroun passe d'un territoire sous tutelle onusienne administré par la France, donc à une indépendance. Quel intérêt Paris avait de conserver la mainmise sur le pays ? Alors c'est comme sur tous les pays africains qui étaient colonisés par la France. La France a accepté de partir à une condition, c'était de garder la mainmise dessus. Pourquoi ? Pour les ressources naturelles, pour les matières premières. Au Cameroun, il y a du pétrole, il y a du café, il y a du cacao, il y a pas mal de choses comme ça. Et puis pour le prestige, pour la puissance, l'Empire français, la puissance française gaulliste
tient à cette époque parce qu'il y a l'Empire africain derrière, ou l'ex-Empire africain. Ce sont des voies à l'ONU. C'est un réservoir de puissance. Et le général de Gaulle a accepté la décolonisation à cette condition, à la condition d'avoir des accords de coopération qui donnaient à la France un rôle prépondérant en termes de commerce, en termes de coopération militaire, etc. Et en fait, le traumatisme de Gaulle, et puis de la France en général, c'est d'avoir perdu l'Indochine, puis l'Algérie. Et ils ont absolument fait tout ce qu'ils pouvaient pour éviter ce même scénario en Afrique subsaharienne. Alors ils ont raté en Guinée avec le nom de Sékou Touré, et au Cameroun, puis ensuite dans tous les autres pays, ils ont réussi par la force. En tout cas, c'est ce qu'on montre dans le cas du Cameroun. Il y a eu une opération politique assez habile de coopter des dirigeants camerounais tels que le premier président camerounais Amadou Ahidjo, qui était un pro-français. Justement, comment ils arrivent en fait à s'approprier des alliances internes, des alliances locales des Camerounais? Comment est-ce qu'ils y parviennent? Comment est-ce que tous ces gouvernements successifs français sont parvenus à avoir des alliances internes? Alors, la première manière, la plus simple, c'est de combattre tout simplement les vrais indépendantistes, les nationalistes, donc l'UPC de Ruben Oumniobé. Les combattre, ça veut dire frauder les élections, ça veut dire emprisonner les leaders, leur faire la guerre quand c'est nécessaire, les assassiner, en brousse comme c'est le cas pour Ruben Oumniobé en 1958, ou en Suisse, Félix Moumié, le président de l'UPC, qui a été empoisonné par la France, tout simplement. Et l'autre revers, c'est la carotte, après le bâton, la carotte, c'était d'acheter, de coopter des leaders dociles camerounais qui ont été formés en France, qui ont été choisis par les Français et pour lesquels on a truqué les élections. Amadou Ahidjo a été non pas élu par les Camerounais, mais choisi par la France au terme d'élections truquées. Jamais d'enquête sur les assassinats politiques justement de ces chefs indépendantistes camerounais? Il y a eu quelques enquêtes. On ne dit pas qu'on arrive et qu'on découvre tout. Je pense notamment à Mongo Betty, qui est un romancier, écrivain camerounais qui a fait un livre à succès qui s'appelait Main basse sur le Cameroun. Un livre qui a été censuré en France dans les années 70. On a reçu d'ailleurs sa veuve, oui, Odile Tomner, exactement. Qui préside l'association Survie. Donc il y a des gens qui dénoncent ça depuis quelques temps. Et nous, ce sont ces dénonciations qui nous ont interpellés en tant que journalistes et historiens. On s'est dit, mais c'est quand même incroyable. On parle de bombardement, on parle d'une guerre qui... Personne ne dit le mot guerre aujourd'hui en France à propos du Cameroun. On parle parfois d'événements, de troubles. Ben non, c'est une guerre qui s'est passée. Et une guerre a besoin d'être documentée. Il faut qu'il y ait des journalistes qui enquêtent, des historiens qui se renseignent, qui aillent dans les archives. C'est un travail de 4 ans. Vous avez eu du mal justement à faire vos recherches ou pas du tout? On a eu beaucoup de mal parce qu'il faut être des deux côtés, il faut être au Cameroun et en France. C'est pour ça qu'on a une équipe franco-camerounaise. Comment vous avez travaillé avec Thomas Deltombe et avec Jacob Tatitsa? Alors là où on apporte quelque chose, c'est qu'on est allé voir les témoins français qui n'avaient jamais parlé, pour la plupart d'entre eux, alors qu'ils sont dans l'annuaire, que n'importe qui peut les contacter, mais personne s'était intéressé à leurs témoignages. Donc on a confronté leurs témoignages, les témoignages des politiques camerounais, des anciens maquisards, etc. Et puis on les a confrontés aux archives. Donc on aboutit à des témoignages, à des aveux parfois qui sont intéressants, notamment le chef d'état-major de l'armée camerounaise, le général Pierre Semengue, qui était le premier général camerounais formé en France, qui nous dit oui, c'est mon armée qui coupait la tête des maquisards. Il coupait la tête des maquisards. C'est-à-dire que dans une espèce de pays normal, quand on arrête quelqu'un qui est hors la loi, bon, on l'arrête, on le met en prison, en cas de légitime défense, éventuellement on peut tirer. Mais là, c'est différent. Là, c'est une politique de terreur systématique qui fait qu'on torture les gens qu'on arrête et que parfois aussi on leur coupe la tête pour les exposer sur les marchés, sur les places publiques. Quelle a été l'info la plus étonnante que vous ayez découverte au cours de vos recherches? Alors, Parce que vous avez eu accès notamment aux archives militaires françaises, enfin une partie en tous les cas. Moi, ce qui m'a étonné, par exemple, c'est que le premier directeur de l'école militaire camerounaise, donc en 1960, la France crée l'armée camerounaise de toutes pièces. Et ce premier directeur était un lieutenant français qui s'appelait Jacques-Louis Lefebvre et qui revenait d'Algérie et qui était un tortionnaire, tout simplement. Il était lieutenant et les officiers camerounais aujourd'hui ont été formés par un tortionnaire. Et on a rencontré les officiers qui ont été formés cette première année 60. On leur a dit, parlez-nous de Jacques Lefebvre. Ils nous disaient, oui, il nous apprenait à torturer. Les gens les officiers faisaient des stages dans des prisons, on leur montrait la gégène. Et c'est la France qui apprenait ça. Alors vous m'avez dit qu'il y avait eu une forte répression lorsque vous y êtes allé en février 2008. Vous avez assisté à des manifestations, un peu à l'image peut-être de ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Est-ce que ça veut dire que ce qui se passe pour Ben Ali en Tunisie pourrait se passer pour Paul Biya aujourd'hui au Cameroun? C'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a un ras-le-bol dans la population tunisienne, comme on peut le connaître dans la population camerounaise. Et les deux situations sont évidemment différentes, mais il y a quand même des parallèles assez intéressants. C'est que en Tunisie, il y a eu 2 présidents depuis l'indépendance, Bourguiba et Ben Ali.
Au Cameroun, il y en a eu deux également, Amadou Ahidjo et Paul Biya. Paul Biya était le Premier ministre d'Amadou Ahidjo. C'est-à-dire qu'il y a une continuité depuis 50 ans. Donc 50 ans, c'est quand la France a donné l'indépendance à des gens qu'elle avait choisis. Et donc on peut dire aujourd'hui que Paul Biya, que les dirigeants camerounais ont été choisis initialement par la France. Et le peuple camerounais n'a pas eu à dire son mot. Et quand il a à dire son mot, quand il va dans la rue, on lui tire dessus. En février 2008, il y a eu plus de 100 morts en 3 jours. C'est-à-dire que l'armée, la police camerounaise tirent sur les manifestants. Vous m'avez dit que le fil conducteur en fait, de cette négation de la France concernant ce conflit, c'était le racisme. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? C'est quelque chose déjà qu'on voit dans tous les textes qu'on étudie. C'est ça aussi qui est choquant dans les archives, c'est qu'on pourrait imaginer des stratégies impériales de la France. C'est pas propre à la France. Mais c'est toujours habillé d'un racisme, un racisme typiquement colonial, où on méprise les gens et on veut faire leur bien à leur place. Et donc pour cela, on les force à travailler, on leur dit comment développer leur pays. Et quand ils ne sont pas d'accord, au lieu de les consulter, au lieu de faire des élections démocratiques, on leur fait des guerres. Et ça, c'est typiquement raciste. Et aujourd'hui, le fait de penser que les Camerounais ne sont pas prêts pour la démocratie, que après tout, un despote, c'est pas plus mal pour des peuples africains, c'est typiquement raciste. Alors, vous invitez notamment les Camerounais à pouvoir consulter certaines parts de ce livre donc sur www.cameroun à l'allemande avec un k-le-site.org. Ça permet à tout le monde de consulter un certain nombre d'éléments. Je rappelle donc Cameroun, une guerre cachée, c'était aux éditions La Découverte avec Thomas Deltombe, Jacob Tatitsa et vous, Manuel Domergue. Merci beaucoup d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci beaucoup.